Bonsoir, c'est Milo, bienvenue à La Lisière pour cette partie du jeu de rôle Don't Trust Your Head qui se déroule en 2003 et dans laquelle les protagonistes incarnent des insomniaques dans un monde qui va petit à petit glisser vers de l'horreur liminale très librement inspirée d'œuvres populaires. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous trouverez sur la chaîne une vidéo dédiée ainsi qu'un short. Voici comment commence cette histoire. Vu du ciel, le crépuscule se réfléchit sur les vitres, millions de trous, de fenêtres sur la vie de millions de personnes. Elles ont pris une teinte orange violente, alors que le ciel, lui, se teinte d'un bleu indigo profond. Nous descendons, lentement, frôlant des tours de verre qui se parent des rayons du crépuscule comme d'écrasantes boules à facettes. Nous survolons des façades de briques rouges, salies par l'inimaginable quantité de gaz d'échappement qui s'échappe à chaque instant de cubes de métal presque infinis qui attendent en file sous des feux de signalisation qui pendent de travers. Nous allons nous approcher d'un bâtiment. 2 marches mènent à une paire de portes vitrées fatiguées. Nous y entrons, derrière une femme qui porte un manteau usé, sous lequel elle semble porter bien d'autres couches. Alors qu'elle ôte ses gants et souffle dans ses mains, nous la quittons, traversons le faux plafond. Nous glissons entre les câbles, traversons du béton, de l'isolation, un nouveau plancher, puis, guidés par le bruit du café qui s'écoule d'un thermos dans une tasse en sagex, nous allons nous rendre jusqu'à une salle d'attente. De la fumée s'échappe en volute de la tasse qui est tenue par un homme. Il s'appelle Morgan Faston et il a terminé sa session de thérapie. Pour le moment. Pour ce jour-là. Que voit-on de lui ? Morgan est un cinquantenaire. Il vit seul. Il est presque transparent, en tout cas aux yeux des gens. C'est quelqu'un qui n'attire pas l'attention, il a toujours la mine grise. On voit à ses cernes qu'il ne dort pas beaucoup. De taille moyenne, grisonnant. Il passe la plupart de ses journées seul chez lui. Tu es donc dans cette salle d'attente après ta consultation, ta séance avec le Dr Hornman. Tu viens de te faire un café, toi qui en es si friand. Il reste juste dans cette salle d'attente un homme qui dort penché sur une chaise en plastique. Que fais-tu ? La séance a été longue. Je profite de ce dernier café avant de retourner dans le froid de la rue pour regagner mon appartement quelques rues plus loin. Je profite du chaud encore de la salle d'attente. Je le finis et j'ouvre la porte pour descendre dans la rue. Lorsque tu t'apprêtes à quitter la salle d'attente, tu tombes nez à nez avec une personne que tu connais bien, que tu as croisée souvent dans cette salle après tes consultations. Il s'agit de Théodore Morel. Que voit-on de Théodore Morel qui tombe nez à nez avec Morgan ? Théodore est un homme d'une trentaine d'années, des cheveux longs et bourriffés, une barbe de quelques jours, il est très fin, un regard marqué par la fatigue avec des yeux extrêmement bleu clair qui peuvent parfois déstabiliser les passants. Pour Morgan, c'est un réel soulagement, c'est un petit moment de bonheur dans la journée. Son cercle social est très restreint et Théodore fait partie de ce cercle. Donc c'est une petite bouffée de chaleur dans ce froid hivernal. Je suis pas très à l'aise d'aller voir le docteur Horman, du coup je suis un petit peu stressé et angoissé. Donc je fais juste un salut de la main assez timide. Tu t'es habitué, Morgan, à l'attitude de Théodore, qui effectivement est assez fermé, en tout cas quand tu le vois dans cette salle d'attente. Je lui adresse un sourire poli et lui rends son geste avant de descendre les escaliers. Nous laissons donc pour le moment derrière nous Théodore Morel dans cette salle d'attente. Tu quittes le bâtiment, tu pousses ces portes vitrées, usées, et dès que tu es à l'extérieur, tu te fais gifler par le vent, qui ramasse
sur le sol ce qui reste de flocons grisâtres pour le jeter au visage des passants, comme un gosse qui ramasserait des confettis après une parade. Tu te diriges vers la station de bus ou de métro qui te permet de rentrer chez toi. Je me dirige en effet vers la première station de bus qui est à 200 mètres du bâtiment. J'avance péniblement dans le froid fouetté par le vent. À ce moment-là, tu te fais aborder par un homme qui émerge de derrière une tente de camping rafistolée. Il y a du journal qui tombe de sous ses vêtements, un stratagème auquel les personnes qui vivent dans les rues ont bien souvent recours pour se réchauffer par ces temps difficiles. Il s'approche de toi en marchant un peu comme une sorte de manchot boiteux. Toi que personne ne remarque jamais d'ailleurs. Monsieur, est-ce que vous avez une seconde ? Vous pouvez m'aider ? J'ai besoin d'aide. Je vous avais pas juste une petite seconde. Habitué à croiser des sans-abri, machinalement je plonge ma main dans une poche de ma parka. Je sors quelques pièces de ma veste et lui tends sans m'arrêter. Merci, mais c'est gentil. Du coup, sa main crasseuse, ornée de mitaines aux doigts coupés, se saisit des pièces, mais te retient doucement la main. Oh, c'est gentil, mais c'est pas ça. Vous pouvez m'aider, je dois juste déplacer ma tente. J'ai un trou. Il y a un trou qui est apparu dans ma tente. Au début, c'était un petit trou, et ce matin, je me suis réveillé comme au bord d'un gouffre. J'ai besoin d'aide pour déplacer la tente. Vous voulez bien m'aider ? Elle est juste là. Il fait quelques pas avec sa démarche étrange et un peu comique en direction d'une tente de camping maintes fois rafistolée. Il commence un peu à la tirer, manifestement la tente est pleine de matériel. Si vous m'aidez juste à la soulever, comme ça fera pas un autre trou, vous comprenez, ça ne prendra pas longtemps. J'ai encore la tête remplie de la conversation que j'ai eue avec le docteur Hornman. Et je jette un œil à droite et à gauche, voir si je suis la seule personne sur ce trottoir qui pourrait aider ce personnage. De l'autre côté de la rue, sur le trottoir, il y a effectivement un certain nombre de personnes. Derrière toi, des passants au loin. Devant toi, une masse un peu plus importante qui s'approche de l'arrêt de bus que tu souhaitais rejoindre. Je regarde ma montre. Il me reste encore 3 ou 4 minutes avant que mon bus arrive. Et je lance au vagabond. Bon, ok, mais j'ai mon bus dans 3 minutes. Je n'ai pas beaucoup de temps. Pas de problème, attrapez-la là, par les 2 arceaux en plastique. J'attrape la tente et je la tire sans grande conviction, mais avec force. Pour faire un premier test de ce système, je te propose de faire un jet, sachant que de mon côté, la difficulté sera d'un seul dé, puisqu'il s'agit d'une activité relativement simple. Je pense qu'avec juste mes 3 dés de discipline, ça peut suffire. 3 réussites. Les réussites sont les 1, 2 et 3, et le dé le plus haut va être celui qui détermine la teinte narrative de cette scène. Malheureusement, de mon côté, donc les dés qui sont lancés par le MJ s'appellent des dés de tourment. J'ai fait un 6. Donc, tu réussis ton action, c'est-à-dire déplacer la tente de ce monsieur. Par contre, il va y avoir une conséquence narrative négative à ce qui vient de se passer. Tu es en train de déplacer cette tente, tu constates effectivement que non seulement elle a été maintes fois rafistolée, qu'en plus à l'intérieur elle semble être pleine de matériel lorsque vous la soulevez, si on peut dire ça, ou tirez plus ou moins sur le sol humide. Des choses, des objets apparaissent sous la tente, des choses qu'il a manifestement cachées, peut-être même des choses qu'il a oublié avoir cachées. Comme tous les gens qui malheureusement se retrouvent à vivre sur les trottoirs, il garde jalousement ses possessions. Et il y a donc du coup également des caddies qui se déplacent aux alentours. Lorsque vous tirez sur cette tente, tu te donnes de la peine pour l'aider, mais tu entends le bruit du bus qui passe dans ton dos, alors qu'il va s'arrêter à 200 mètres de là, à l'arrêt de bus. Merci, c'est bien comme ça, c'est pas mal.
Là, c'est bien, oui. Très bien, merci. Très bien. Bonne chance. Je pars en courant en direction de l'arrêt de bus. Alors que tu pars en courant en direction de l'arrêt de bus, tu entends juste le zip de la tente qui s'ouvre et tu entends l'homme en question rouspéter. Manifestement, votre action n'a pas résolu le problème du trou dans la tente. Tu as choisi comme première scène, lorsque nous en avions parlé, que tu allais peut-être te faire renverser par une voiture. Depuis, tu as déterminé que ton personnage avait comme talent de folie le fait qu'il pouvait se désincorporer, sortir de son corps et s'observer de loin. Ce qui va se passer, c'est qu'en essayant de te précipiter, en oubliant un peu toute précaution pour essayer de rattraper ton bus, tu vas traverser au feu rouge et remarquer malheureusement trop tard une voiture qui fonçait dans ta direction. Probablement, ou à toi de le dire, mais à ce moment-là, tu peux avoir le réflexe, ou peut-être pour la première fois déclencher ce pouvoir qui est celui de désolidariser ton esprit de ton corps. Rien ne t'y oblige. Tu traverses donc la route en courant et tu entends le bruit d'une voiture qui freine, mais le bruit est beaucoup trop proche. Au moment où j'entends la voiture arriver sur moi, je ferme les yeux et je fais 3 pas en avant pour éviter la voiture. Je me retourne et je vois mon corps allongé sur la route. Je sens une douleur terrible dans ma jambe droite. Je vois des gens sortir de la voiture, s'attrouper autour de mon corps. Du coup, en voyant, tu vas voir ton corps, mais comme c'est la première fois que tu utilises ton pouvoir, t'es surpris, toi qui hallucines depuis un certain temps, qui confond les rêves et la réalité. Cette fois-là, ça semble quand même assez clair, ou du moins c'est l'impression que ça te donne que tu n'es plus dans ton corps pour l'instant. Et au moment où tu réalises ça, tu vas réintégrer ce monceau de douleur inconscient sur le bord de la route. Et nous allons passer à Théodore. Nous retournons donc dans la salle d'attente dans laquelle Morgane a quitté son compagnon d'infortune. Que fait Théodore alors qu'il pense que personne ne le regarde avant sa consultation? Est-ce que je vois quelqu'un d'autre dans la salle d'attente? Toujours ce même homme, allongé, penché sur cette chaise en plastique, les bras croisés haut sur le torse, une capuche qui masque son visage. Je le regarde un petit moment, ensuite je pense à 2-3 choses. Je me sens un peu angoissé, j'aime pas trop les séances avec le docteur Hordman. Pourquoi donc? Je sais pas, il dégage quelque chose d'étrange. J'ai l'impression qu'il m'observe de l'intérieur. Comme s'il pouvait voir ce que je voyais, comme s'il pouvait voir ce que je pensais. Du coup, c'est assez anxiogène ce genre de situation. Du coup, ensuite, je vire sur un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Et puis finalement, mon regard se pose sur cet homme. Je sais que j'ai des hallucinations. D'après ce que je suis diagnostiqué, après pour moi, c'est pas vraiment ce genre de choses, mais voilà. Du coup, je pense pas trop à ça. Mais c'est vrai que effectivement, j'ai l'impression que pas que la chaise bouge, mais comme si elle se décalait légèrement. Peut-être ce refus catégorique d'utiliser la médication qui t'est prescrite a-t-elle un impact sur ce moment de doute et de crainte? À cet instant, ton téléphone sonne. Un Nokia 3310. C'est ta sœur jumelle qui t'écrit. Ariane. Je regarde mon téléphone, un peu nonchalamment. Il y a écrit quoi? Tu dois me le dire, quel rapport tu as avec Ariane? Est-ce qu'elle serait du genre à juste t'envoyer un petit smiley pour t'encourager à cette consultation, sachant que tu lui racontes à quel point c'est difficile pour toi de suivre ce traitement? Ou est-ce qu'elle serait du genre à te remonter les bretelles? Non, mais je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est que il y a l'encouragement, mais aussi elle veut avoir la validation, le contrôle que je vais bien chez le psy. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur message que je reçois d'elle, même si on s'entend très bien. Donc je lui dis que j'y suis et puis que je lui redirai comment ça s'est passé.
Alors que tu termines de taper ce SMS, tu constates que la porte au fond de cette salle d'attente, la seule porte au-dessus de laquelle le néon manque, c'est ouverte. Tu le sais, étonnamment, le docteur Hornman ne vient jamais chercher ses patients dans la salle. Il se contente d'ouvrir la porte et de la refermer lorsqu'ils ont quitté son cabinet après une séance. C'est le moment pour toi de te rendre à cette consultation. Bon bah j'ai un peu les mains moites, donc je m'essuie les mains sur mon pantalon et je me dirige vers le bureau. Tu t'approches de cette porte sur laquelle il y a une plaque en étain, presque clinquante, qui semblerait n'avoir à faire dans cette salle d'attente aux multiples portes qui n'ont pas forcément ce type de cachet. À partir de là, gardez en tête, chers spectateurs, que peut-être que ce cher Théodore a une vision des choses qui est biaisée par sa pathologie, et qu'en tant que narrateur, il ne sera pas parfaitement fiable. Toujours est-il que tu entres dans cette salle que tu crains parfois tant. Du coup, si la plaque qui présente ce psychiatre a un aspect un peu étrange, l'intérieur de la pièce accentue encore plus cette étrangeté. Elle est plongée dans l'obscurité, les lueurs mourantes du crépuscule bataillent contre les lamelles des stores pour percer l'ombre avec des rectangles de lumière famélique. Une petite lampe de bureau éclaire une table basse et le sol de moquette qui semble absorber les sons. C'est à proximité de cette fenêtre que t'attend le fauteuil dans lequel tu prends part à tes consultations. Au fond de la pièce, le docteur Hornman est assis dans le sien. Étonnamment, peut-être que c'est simplement ta perception finalement qui peut le dire, mais son visage est toujours plongé dans l'obscurité de la pièce. Il s'agit sûrement des lumières basses. Tu as appris à lire les moments où ces globes oculaires semblent s'animer d'une animosité, du moins que toi tu perçois, ou d'inquiétude, telle que tu le décrivais auparavant, cette impression qu'il lit au travers de toi. Il y a une horloge qui fait un tic-tac dans la pièce qui semble allonger le silence. Il croise ses jambes, sur lesquelles est posé un carnet relié de cuir, et tapote du bout de son stylo, alors que tu vas t'asseoir. Tu entends un léger soupir qui semble parvenir d'un peu partout dans cette ombre. Je vous ai attendu pour notre dernier rendez-vous. Oui, je me sentais pas de venir lors du dernier entretien. J'étais pas mal pris par l'expo que je devais organiser et j'avais besoin de me reposer. Donc je dis ça sans le regarder dans les yeux. J'évite toujours ce regard parce que j'ai l'impression que plus je fixe ses yeux, plus il perçoit ce qu'il y a en moi. Nous en avons déjà parlé. C'est pas la première fois que ça arrive. Si vous n'assistez pas à vos séances, vous ne pourrez peut-être même plus peindre, plus organiser d'expositions. Oui, j'en suis tout à fait confiant. Après, je fais un petit peu ce que je peux pour essayer de maintenir un équilibre de vie. Donc, et puis c'est vrai qu'avec les médicaments, ça me fatigue aussi beaucoup, donc je fais aussi au mieux. Les médicaments ? Tu as l'impression que son regard est posé de façon transperçante sur toi. Alors vous prenez le traitement ? Oui, même si c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à prendre, mais j'ai tout à fait conscience de l'importance que ça a. Tu entends le bruit de son stylo qui glisse sur son calepin. Et cette exposition, alors, comment s'est-elle passée ? Ça s'est pas trop mal passé, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais j'étais assez satisfait de moi-même et j'ai eu une commande, donc je peux dire que c'est quelque chose de positif. À cet instant, et tel que tu l'avais décidé toi-même, tu vas repérer dans la pièce l'un des tableaux, l'un des tiens, que tu ne lui as pas vendu, puisqu'il ne t'a jamais rien acheté. Peut-être est-ce que c'est celui dont tu parles, la commande, ou peut-être en est-ce un autre que tu gardais jalousement pour toi ?
Non, c'était un vieux tableau que j'avais fait il y a longtemps qui représente un navire pris dans une tempête. C'est pas celui que j'ai préféré faire. Il est un peu maladroit dans les couleurs ou dans la perspective, mais à vrai dire, je l'avais presque oublié, je sais plus trop où je l'ai mis. Donc c'est quand je m'en rends compte, je suis stressé. J'ai de nouveau les mains moites. Et je sens vraiment le poids du regard du docteur. J'ai l'impression que sa silhouette change au même rythme que mes pensées, mais pas de manière caricaturale ou gargantuesque. C'est des petits effets. Décris-nous, si tu le veux bien, quelles sont ces modifications. Alors que le tableau de ce navire dans la tempête semble presque envahir l'ensemble de ton champ de vision, ne laissant que le docteur Hornman. Au début, c'est très léger, c'est la taille des épaules, la longueur du cou. Sa tête qui change un peu de forme, plus ronde, plus carrée, plus allongée. Et presque parfois, j'ai l'impression d'y voir comme des cornes. Mais je ne sais pas si c'est aussi le meuble à l'arrière qui se mélange. J'ai du mal à percevoir et je n'ose pas le regarder. J'espère qu'il change vite de sujet. Donc là, je me ressuie les mains sur mon pantalon. Le temps s'étire alors que tu as ces visions. Tu ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas parlé, toi qui espères tellement qu'il change de sujet, que la conversation reprenne, que tu puisses faire l'une de tes nombreuses pirouettes qui te semblent te permettre toujours de nier que tu ne prends pas ton traitement, que tu ne fais pas ce que tu devrais selon ce thérapeute pour aller mieux. Parce que tu as l'impression qu'il te reproche durant ces silences. Celui-ci s'étire à tel point que tu te demandes s'il va durer jusqu'à la fin de la séance. J'ai beaucoup de peine à reprendre la parole et après un long soupirement, je sais pas de quoi, s'il faut que je parle du tableau, s'il faut que je parle de mon expo, donc du coup je lui demande si... Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je crois que vous avez eu un épisode. Un épisode... Ah non, je réfléchissais. À des techniques de peinture par rapport à l'huile. Donc là, je me tortille un petit peu les orteils et les doigts. Vous voulez faire ce qu'il y a de mieux pour aller mieux, n'est-ce pas ? Nous en avons déjà parlé. Vous m'avez dit que vous étiez d'accord. Toujours. Très bien, peut-être faites comme je vous l'ai appris. Fermez les yeux, respirez. Je reviens dans quelques instants. Très bien, je vais faire ça. Il se lève et il va quitter la pièce. Quelles sont les pensées qui traversent à ce moment-là la tête de Théodore, conscient que ses craintes sont peut-être en train de se révéler vraies, cette peur panique de l'internement malgré lui. Je sens mon cœur battre dans mon cou, je ne vais pas fermer les yeux, je suis pas du tout à l'aise dans cet endroit, donc je vais surtout me concentrer sur ma respiration, faire les exercices de cohérence cardiaque, mais je vais me concentrer sur ce tableau, parce que j'arrive plus trop savoir où je l'ai mis effectivement, et c'est vrai que je me souviens plus tellement aussi quand je l'ai fait. Même si pour moi, je l'ai fait, hein, je veux dire, que ce soit les vagues, je me rappelle le mélange de couleurs pour faire le bleu, et les reflets orange dans le ciel. Mais j'ai du mal à me rappeler, et ça me permet de me concentrer sur autre chose que l'internat. Tu entends des discussions qui proviennent manifestement du couloir, le docteur Hornman qui échange avec plusieurs personnes. Je vais tendre l'oreille. Eh bien, je te propose de faire un jet de perception. La difficulté est de 2D. Le lieu est fait pour être bien isolé, pour que les consultations se fassent de façon confidentielle. J'ai fait une réussite et 6, 4, 3. Tu entends que c'est des échanges, pas agités, mais des personnes qui semblent
prendre une décision commune. Je crois que je vais être quand même passif parce que je suis pas encore dans une situation où je vais... Donc je vais respirer profondément et attendre que le médecin revienne. Très bien. Tu prends une grande inspiration, les yeux fixés sur ce tableau dans la tempête. Et nous allons pour le moment quitter cette salle d'attente. Et nous allons nous approcher de notre dernier personnage. Nous allons du coup, telle cette horloge qui semble s'étirer, jouer un petit peu avec le temps. Avancer un peu, alors que la nuit a repris son empire sur la ville depuis longtemps. Et nous approchons d'une tour dans laquelle quelques lumières sont encore allumées, rectangle égaré au milieu de ce quadrillage immense. Nous nous approchons de l'un de ces rectangles allumés. Longeons les parois de bureaux qui forment tant de petits box dans lesquels s'acharnent, durant le jour, des esprits plus ou moins brillants sur des problèmes plus ou moins importants. Bien sûr, ils sont tous partis. Tous. Sauf Joshua Caldwell. Il est encore là, dans un box, quelque part au milieu de ce immense open space. Que voit-on? Qu'entend-on? Pour l'instant, on entend juste les cliquetis du clavier. Ces fameux vieux claviers de ces années-là qui étaient encore blancs, avec les tours d'ordinateur blanches et les écrans cathodiques. Joshua, tout seul devant son écran, les yeux fatigués par des années et des années de travail devant ces écrans cathodiques, à faire du code toute la journée. Si il n'avait pas ces grandes lunettes, des lunettes assez épaisses au cadre noir avec des gros verres, s'il n'avait pas ces lunettes, on distinguerait bien les grosses cernes qui se dessinent sous ses yeux, avec le fameux bronzage d'informaticien. Donc cette peau laiteuse et quasiment transparente. Malgré ça, malgré son teint et son aspect, il aime bien mettre de temps en temps des petites chemises rigolotes ou ce genre de choses pour égayer, ne serait-ce que arracher un sourire à la petite stagiaire de l'accueil. Donc là, il est avec sa très jolie chemise à fleurs et à pin-up. Mais voilà, il est tard. Il continue à travailler sur son projet actuel. Le téléphone sonne. Un téléphone à cornette posé sur ton bureau. J'ai une fraction de seconde d'interlocution où je suis un petit peu surpris par ça. Il est tard. Je devrais pas recevoir de téléphone à cette heure-ci. Malgré tout, je suis habitué à recevoir des téléphones un peu étranges et de personnes que je ne connais pas vraiment qui me parlent de choses bizarres. Donc, physiquement, j'ai un très léger frisson. Malgré tout, je prends le cornet du téléphone et puis je réponds. Allô ? Vous avez reçu un message préenregistré. Quelqu'un souhaite vous informer que vous êtes en retard sur le projet. Votre travail n'est pas efficace. Vous devez vous rattraper pour atteindre les échéances fixées. Je raccroche aussitôt. Le téléphone ressonne. Du coin de l'œil, tu as, durant une fraction de seconde, l'impression de voir le code qui se déforme sur ton écran. Si je regarde l'écran, est-ce que je vois le code déformé ou ça revient normal ? Tout est normal. Sûrement une de ces petites hallucinations visuelles que ton manque de sommeil a tendance à créer. Rien de bien grave. Je m'attarde pas là-dessus. Je reprends le combiné du téléphone et puis... Oui ? C'est donc la voix de Arthur, ton responsable. Un tout petit peu plus âgé que toi, un cadre qui prend soin de ses équipes avec qui tu t'es toujours bien entendu. D'autant plus que tu es un élément très important de l'entreprise, tu en es conscient. Vous avez une bonne entente parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Et que tu avances sur les projets dans les délais que tu as promis. N'est-ce pas, Joshua ? Tout à fait. À cet instant, tu entends la voix de ton responsable qui te parle. Il est à côté de toi. L'open space est bondé, tout le monde est en train de travailler. Et il te demande, exactement comme il l'a fait aujourd'hui, juste avant midi,
Je pense que tu t'es planté dans les documents que tu m'as envoyés, ceux que je dois présenter au client ce soir. C'est pas le bon projet. Tu peux vérifier ? Ok Arthur, je vais checker, mais normalement il n'y a pas de souci. Mais je regarde, pas de souci. Ok, fais-le vite maintenant s'il te plaît. Tu vois qu'il fronce les sourcils en voyant ton écran. Effectivement, tu l'as décidé toi-même, mais depuis un certain temps, ta capacité à faire le travail qui t'incombe a complètement dérivé. Et si tu ne lui as pas envoyé les bonnes informations, c'est tout simplement parce que tu ne les as pas. HRP, ça veut dire que je lui ai pas envoyé les informations. Tu as envoyé des trucs, mais c'est pas du tout ce qu'il t'avait demandé. Mais d'après ce que tu dis, ça veut dire que je peux lui envoyer les trucs Non. ou c'est pas fait. C'est pas fait. Il n'y a rien qui est fait. Non. Tu te rappelles à ce moment-là des lignes de code fantaisistes que tu as tendance à découvrir depuis un certain temps le matin lorsque tu rentres de ces nuits d'insomnie, persuadé que le jour d'avant tu as fait un travail extraordinaire jusque tard dans la nuit et où tu découvres que ce que tu as fait est complètement inutile ou farfelu, que ça ne colle pas aux projets qui te sont demandés. Tu y trouves parfois une certaine poésie dans ces lignes que tu crées, mais il faut être honnête, elles n'ont pas de valeur pour l'entreprise. Tu t'es toujours dit que tu allais te rattraper, et finalement ce n'est pas si grave. Tu es le meilleur élément de l'entreprise, c'est pour ça qu'on te met sur les projets les plus importants. Qu'on ne surveille pas vraiment, que tu respectes les délais. Tu l'as toujours fait. Que fais-tu ? Juste après qu'il m'ait dit ça, j'ai un frisson, le fameux coup de froid dans le dos qui descend. Donc je pense que je réalise très vite qu'en fait je me suis réellement planté. Je le regarde rapidement, je dis Arthur, laisse-moi gérer, je vais rattraper le coup. Je pense que oui, je me suis planté, mais tu auras quelque chose à présenter au client tout à l'heure. Attends, mais montre-moi ce que t'as fait. Montre-moi juste ton travail et ensuite tu me l'envoies, ok ? Oui. Derrière vous, un de vos collègues t'appelle en gueulant. Le bosseur, je descends à la boulangerie en bas, tu veux un truc ? Pastrami comme d'habitude ? Je l'ignore complètement. Tu l'entends partir en ronchonnant. Bon bah je t'en prends un. Arthur, c'est pas du tout à son habitude, est en train de te scruter avec un regard presque assassin. Écoute Arthur, j'essaie d'ouvrir le projet. Logiquement, j'ai quand même un petit peu bossé dessus, même si c'est pas du tout avancé comme il faudrait. J'essaye un peu de noyer un peu le poisson tout en montrant ce qui a été fait, puis de lui dire que je peux arriver à faire quelque chose d'ici là. Alors que tu tentes, tu commences à ouvrir des projets, que tu essayes au maximum de montrer les parties qui sont à peu près viables de ce travail que tu as fourni. Il devient blême et il prend ta souris et commence à scroller à l'intérieur des fichiers. C'est quelqu'un qui a toujours été orienté plutôt vers les solutions, mais tu sais qu'il connaît très bien ton travail. Tu ne fais pas illusion une seule seconde, tu vois le sang qui afflue et reflue sur son visage. Il passe visiblement de la colère la plus froide que tu aies jamais constatée à une rage qui bouillonne sous la surface. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, Joshua ? Tu travailles sur des projets perso pendant le taf, c'est ça ? J'ai pas de projet perso. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est pas du tout ce que tu devais faire. Bordel, Joshua. Tu sais qui c'est le client ? Oui, je crois que c'est pourquoi toutes les données elles étaient cryptées. C'est pour le gouvernement, putain. Qu'est-ce que t'as foutu ? Les lignes de code qui défilent sous tes yeux t'inquiètent toi-même. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais surtout pas ce que ça a pu produire comme effet. Ton téléphone sonne à nouveau. Je réponds. Il fait nuit et tu es encore en train de travailler. Tu t'étais perdu dans tes rêveries, dans le souvenir de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Lorsque tu décroches, tu reconnais, presque étonnamment, ces quelques instants de silence. Comme si, juste au très léger souffle, tu savais que c'était ta compagne Marie qui t'appelle. Joshua ? Oui, Marie. Je vais bientôt rentrer, t'inquiète pas, il faut vraiment que je finisse le travail que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 3 heures que je t'attends, tu m'as pas appelé ? Comment ça fait ? J'ai pas voulu te mettre la pression, tu m'as expliqué que t'avais besoin d'espace et que t'avais plein de travail. Mais là, tu m'as rien dit, j'ai même pas eu de nouvelles. Tu peux pas traiter les gens comme ça.
Écoute, je suis désolé, j'ai pas vu le temps passer. Franchement, j'étais devant mon projet. Il faut vraiment que j'avance. J'ai pas vu l'heure. Ça avait fait déjà nuit. Je suis désolé. Écoute, je te prends un truc en passant, en rentrant chez l'Italien qui est ouvert jour et nuit là. Et puis on se fait un petit truc. À ce moment-là, il y a des mots qui commencent à s'afficher sur ton écran allumé. Quels sont-ils ? Qu'est-ce qui est en train de se passer au fond de Joshua pour de vrai ? Alors qu'il sait que sa carrière est probablement terminée dans cette entreprise. C'est 3 mots qui s'affichent sur l'écran, un peu à la façon de Matrix. Tu es inutile. Tu sembles les entendre dans le silence que l'absence de réponse de Marie. Comme si ses pensées s'écrivaient sur ton écran, alors qu'elle ne te dit rien. Le téléphone raccroche. Tu entends cette longue sonnerie, ce long bip, qui sera la seule réponse que tu auras de sa part pour le moment. Que fais-tu dans cet open space au milieu de la nuit ? Foutu pour foutu, je raccroche. Et puis j'essaie de rebalancer la concentration de mon esprit sur ce que je suis en train de faire, et puis tant pis pour elle. Puis, voilà. Tu décides de t'acharner, essayer de résoudre ce problème, même si c'est peut-être insoluble, comme un Don Quichotte du projet informatique. Rappelons-le, tu travailles dans la cybersécurité. Tu essaies donc d'avancer autant que faire se peut sur ton projet pour montrer ta bonne foi. Tu avais choisi que dans ta scène, il y aurait une sorte d'entité qui prendrait forme, une entité informatique, pour te dire tout le bien qu'elle pensait de toi. Tu entends du bruit, comme du bruit de glitch, qui provient d'un écran, celui du box juste derrière toi, qui s'est manifestement allumé, puisqu'une lumière bleue illumine tout ce qui se trouve devant toi et ton dos. Il y a une silhouette qui va obscurcir cette lumière bleutée d'écran dont elle émerge, bleutée comme un écran, et en même temps comme si elle était mélangée avec cette espèce de neige typique des technologies de ces années-là, parfois parsemée également de mots, certains que tu as particulièrement retenus, pas ceux malheureusement qui te flattent le plus. Que fais-tu alors que elle commence à faire des bruits qui semblent vouloir articuler des choses et qu'elle s'étire dans ta direction? Là, j'ai une demi-seconde de pétrification. Je lâche un cri tonitruant, mes jambes me lâchent, je commence à tituber. J'essaie de me relever en m'agrippant aux meubles, à ce qu'il y a autour de moi, et j'essaie de m'éloigner au plus possible de cette chose. Elle grimpe sur la paroi du box qui vous sépare en tendant ses bras dans ta direction. Tu vas donc pouvoir faire un jet d'une difficulté de 3. C'est un échec. Sachant qu'en cas d'échec, le maître de jeu est amené à choisir si c'est l'épuisement ou la folie que vous allez cocher dans votre fiche. Et vu la tendance de ton personnage, je te propose qu'il y ait une réaction de folie violente. Est-ce que ça te convient ? Ça me paraît tout à fait legit. Dans cet accès de folie soudain, qui lui monte au nez, les yeux qui commencent à vibrer, il tend la main vers son clavier. Il prend son clavier, il met un grand coup, il essaye de mettre un grand coup à cette entité qui se dresse devant lui, en hurlant. Lorsque ton clavier atteint sa tête, tu entends un bruit de tube cathodique qui implose. Une partie de sa tête semble éclater en glitch. Ça ne l'empêche pas de continuer à avancer dans ta direction. Dans ces grands immeubles de bureaux, on a assez facilement la fameuse vitre en cas d'incendie où il y aurait peut-être une hache. Je me dirige le plus vite possible en zigzagant dans les box pour essayer de casser cette vitre et prendre une hache. Très bien. Si un clavier lui a fait ça,
pourquoi pas une hache. Tu te mets à courir en direction, tu le sais, cette fameuse hache que tu as vue plusieurs fois dans la cafétéria à côté du distributeur. Tu traverses les box en dérapant parfois sur ce sol de moquette et la plupart de l'open space est éteint. Tu es donc dans cette espèce de labyrinthe de box et tu cours en direction de la cafétéria. Au loin, dans l'obscurité, tu vois juste effectivement la lumière de cet appareil, ce distributeur à boissons qui émane de cette pièce perdue au loin dans tous ces box.